Bonjour à tous. Merci pour votre présence sur cette thématique qui est cardinale aujourd'hui, le financement des acteurs du Web3. Je suis Cyril Armand, je suis directeur général adjoint de Finance Innovation et j'ai eu le plaisir de modérer cette belle table ronde avec des acteurs qui sont tout à fait pertinents puisque du coup, on a une chaîne de valeur ajoutée qui se complète et je pense que ce sera l'occasion de mettre en exergue un peu des signaux faibles et d'effacer un peu les fantasmes autour du financement du Web3 et connaître un petit peu comment ça marche concrètement. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on est dans un contexte un petit peu pas forcément favorable pour les levées de fonds, entre la hausse des taux, entre la détérioration des conditions macroéconomiques, la crise SVB, le scandale FTX, quelques tumultes sur le marché des actifs. On sent bien qu'il est un peu compliqué aujourd'hui d'intéresser des investisseurs dans le secteur du Web3. Malgré tout, on a eu une année 2022 alors qui avait commencé dans un bull run assez important avec l'effervescence autour des NFT, avec le record du Bitcoin. On a eu une année 2022 qui avait plutôt bien commencé avec quelques levées de fonds connues sur le marché, Ariani, Morpho, Dogami, Kill, Tropi. Donc on a eu quand même de l'engouement. Dernièrement, on a eu Ledger, mais bon, ça, on est dans un acteur hors catégorie. Et là, aujourd'hui, concrètement, l'idée ensemble, c'est de savoir, dans ce contexte de bear market, comment convaincre des investisseurs pour se financer. Ma levée de fonds, est-ce que je la fais en equity, est-ce que je la fais en token ou est-ce que je fais les deux? Donc connaître un petit peu les modalités les plus pertinentes pour atteindre son but. Quels sont les aspects que je dois respecter, à la fois juridiques, réglementaires, et puis quelles perspectives qu'on peut essayer de drafter justement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, autour de ces thématiques d'investissement. Sans plus tarder, je vais laisser l'ensemble des invités se présenter. Vous verrez qu'ils sont tout à fait pertinents, effectivement, pour répondre à ces questions. Et puis, je pense que l'idée, c'est d'être en interaction. Donc, à l'issue des échanges qu'on aura, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire savoir. Achille, je te propose de te présenter. Alors, bonjour à tous, merci Cyril. Je suis donc Achille. Qu'est-ce que je fais? J'interviens justement sur le terrain de la Web3, donc de la blockchain, depuis pas mal de temps. J'ai eu la chance de travailler dans le secteur, mais aussi de faire une thèse sur le sujet. Donc, il y a aussi une dimension, on va dire, scientifique de l'approche blockchain. Mon métier consiste justement à accompagner les entreprises dans des opérations financières, donc construire des stratégies financières sur la Web3. Comment définir tout ça? Et au-delà de ça aussi, on a un portefeuille entreprise, enfin un portefeuille privé d'acteurs, donc des investisseurs aussi, qu'on va essayer d'accompagner, voilà. Et tout ça, en fait, on arrive à le faire via une blockchain aussi. Donc voilà, donc pour faire tout simple, voilà, finance d'entreprise 3.0. Voilà, merci. Ashraf, à toi, mon ami. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Cyril. Tout d'abord, merci aux organisateurs. Merci à Mehdi Labani pour l'opportunité d'être là aujourd'hui. Donc, moi, j'ai fondé le cabinet de conseil Altavo Partners après avoir quitté Capgemini où j'ai passé 10 ans. Donc, j'ai un background de beaucoup de conseils, notamment pour les banques, que je connais très bien. J'étais même administrateur président de comité d'audit d'une banque pendant 6 ans. Je connais les banques très, très bien de l'intérieur. Et j'ai un parcours essentiellement dans la banque et le conseil. J'étais DSI de banque, etc. Et j'ai créé Altavo Partner pour justement favoriser la coopération entre les fintechs et les banques. Donc, je suis le passeur d'entre les deux mondes. Je fais introduire des fintechs à des banquiers et j'assiste les banquiers à identifier les fintechs les plus pertinentes par rapport à des besoins qu'ils ont. Marion, à toi. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marion Pérez-Brio. Je fais partie du cabinet Elco Légal, qui est un cabinet d'avocats et qui est spécialisé notamment dans les fintech, le Web3 et les cryptos. Et donc, on accompagne les entrepreneurs dans deux pans de leur activité. Le premier, c'est la structuration globale de leur activité. Donc, la structuration réglementaire. Et donc, on en a
un petit peu dans le domaine du Web3 et surtout des fintech. Donc, structuration réglementaire, structuration contractuelle également. Et puis surtout, le deuxième pan de notre activité, c'est notre cœur de métier, c'est le financement. Donc, on aide les entrepreneurs à structurer leur financement. On établit avec eux leur stratégie de financement en crypto et en equity. Merci à toi. Benjamin. Bonjour, Benjamin Messica, je suis directeur juridique et donc conformité d'Avency. Je suis ancien avocat. J'ai exercé pendant 6 ans au sein du cabinet PwC Avocat dans le domaine de la fiscalité et des services financiers. Et donc j'ai intégré d'Avency en juin 2022 pour les accompagner sur toutes les problématiques liées au réglementaire et au juridique. Et forcément, en interne, on a des problématiques liées à du financement et à de l'investissement pour développer nos activités. Et donc voilà, donc j'ai troqué mon costume d'avocat. Je sais qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui par le jean du spécialiste Web3. Voilà, donc je suis ravi d'être parmi vous et encore merci pour l'invitation, Cyril. Merci à toi, Benjamin. Et enfin, Martin. Martin Piskorski, chargé d'affaires innovation chez BPI France. Aujourd'hui, on est BPI France, banque publique d'investissement. On adresse plusieurs métiers, dont ceux de l'innovation. On accompagne toutes les verticales, y compris les sujets du numérique, et au sein de ça, y compris les sujets autour du Web3. Voilà, BPI France a fait le choix aussi de prendre ce pied-là, voilà, ce qui est assez novateur et fait partie des acteurs publics, même en Europe, qui ont pris le pied et qui ont fait ce choix-là et ont défraîchi un peu ces sujets de financement. Tout à fait, merci Martin. On verra qu'effectivement c'est un élément important. J'ai envie de commencer par toi, Mario. En fait, effectivement, tu disais que tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs crypto dans leur levée de fonds. Est-ce que tu peux nous faire un panorama en fait des financements qui existent aujourd'hui pour ces entrepreneurs, qui soient matures, un peu plus jeunes? Aujourd'hui, quel est le champ des possibles si on veut se faire financer? Alors déjà, dans un premier temps, il n'y a pas vraiment de financement, de typologie de financement qui correspondent à la fois et aux entrepreneurs et aux projets qui sont matures et aux jeunes projets. Donc la première distinction sur ces typologies de financement, c'est déjà évidemment la maturité du projet. J'insiste sur la maturité du projet et pas forcément la maturité de la société, surtout dans le Web3 et dans les cryptos. Quand on parle de maturité, on va vraiment parler de stade de développement, de maturité en termes d'activité et pas forcément en termes de création de société. Donc ça, c'est la première distinction à faire, la maturité du projet. La deuxième distinction en termes de financement, c'est de savoir est-ce qu'on ouvre ou pas son capital. Est-ce que je veux ouvrir mon capital ou pas? Si je décide d'ouvrir mon capital, je vais avoir des impacts de deux ordres, notamment. Donc le premier, c'est un impact financier sur la valorisation, qui est un élément central. Donc la valorisation, est-ce que je peux valoriser ma société? Si je peux valoriser ma société, est-ce que ça a un intérêt? Première question. Donc voilà pour déjà ce premier impact financier. Le deuxième, si je décide d'ouvrir mon capital, c'est un enjeu en fait qui peut paraître un petit peu plus juridique, mais qui en fait est un enjeu stratégique et business très important. C'est la détention capitalistique. La détention capitalistique, si vous décidez d'ouvrir votre capital tôt, vous prenez le risque de perdre plus rapidement le contrôle de votre société. Alors, bien évidemment, c'est un élément à pondérer juridiquement tout de suite. On a des outils juridiques qui permettent de diminuer vraiment et d'encadrer cette dilution. Enfin, d'encadrer plutôt la dilution. Mais c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte. C'est cet élément-là de dilution lorsque vous ouvrez le capital. Le deuxième, si vous décidez plutôt de ne pas ouvrir le capital, alors là, vous avez un panel d'outils de financement à disposition, notamment les aides BPI. On peut aussi penser au RBF, au crowdfunding. Et puis, bien évidemment, pour les sociétés vraiment Web3, puisque c'est ce qui nous intéresse ici,
vers l'ICO, l'Initial Coin Offering. Alors, je parle là évidemment des sociétés qui ont des tokens. Hein. Toutes les sociétés dans le Web3 n'ont pas forcément des tokens. Mais c'est vrai qu'en pratique, on a vu un développement des ICO assez conséquents. Et là, encore une fois, je fais un focus vraiment là sur les ICO. 2 enjeux. Le premier, c'est un enjeu comptable. Le deuxième, c'est un enjeu fiscal. Donc, je sais qu'on a des anciens confrères ici. Donc, pour revenir justement sur l'ICO, en général, on entend beaucoup parler du fait qu'une ICO, c'est une levée de fonds en crypto. C'est pas tout à fait vrai, autant juridiquement que comptablement. En fait, une ICO, c'est pas une levée de fonds en crypto, c'est une vente de futurs tokens. Donc, qui dit vente de futurs tokens dit, en fait, en termes comptables, comptabilisation de futurs produits de vente. Et qui dit comptabilisation de futurs produits de vente dit, en fait, implique une imposition, une potentielle imposition. Et cette imposition-là, elle sera payée en fiat. Donc, il est absolument nécessaire et crucial d'anticiper en fait cet impact fiscal de l'ICO, puisque le token sur une ICO classique, le token est échangé contre de l'actif numérique. En revanche, l'imposition, elle est en fiat. Donc très important aussi cet impact-là fiscal à garder en tête. Donc voilà déjà pour un premier panorama pour de financement possible ou de typologie de financement possible pour des sociétés qui sont là plutôt early stage. Ensuite, pour les sociétés un peu plus matures, pour les projets un peu plus matures d'expérience, on est quand même sur des typologies de financement plus classiques, donc en equity, avec potentiellement un panachage d'achat de tokens. Mais les investisseurs aussi sont un petit peu plus expérimentés ou plus institutionnels. Voilà, sur des sociétés un petit peu plus matures, c'est là qu'on va commencer à rencontrer les fonds. Et on n'est plus vraiment sur un achat de token et un user en ICO. Voilà. Merci Marion, dans la continuité de ce que tu disais. Achille, avec ta casquette d'investisseur, donc on a bien vu un peu le panorama de ce qui existait, mais dans la vraie vie, ça se passe comment, toi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu scrutes en premier dans un projet Web3? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la techno? Est-ce que c'est la personnalité? Comment tu juges un petit peu l'appétence et la manière dont tu pourrais t'inscrire dans le financement de ce genre de projet? Merci. Alors, 2 choses. Je pense qu'en termes de financement, si on est une entreprise, qu'on veut se faire financer, il faudrait d'abord que ça soit en fait assis sur une stratégie. Voilà. Donc, très souvent, on va regarder déjà le porteur de projet et voir est-ce que le financement, puisque le financement en soi n'est pas la finalité de l'entreprise, c'est un moyen. Voilà. La raison pour laquelle, en fait, on parle de stratégie financière, parce qu'il faut entrer en fait plusieurs levées de fonds, en tout cas durant le cycle de vie de l'entreprise. Et je crois qu'on bâtit une entreprise pour 100 ans. On ne va pas créer l'entreprise pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, c'est très important que le porteur de projet ait lui-même cette vision stratégique qui soit assez défiante. Voilà. Et ce sont les valeurs en fait qu'on va regarder. Donc, moi, quand je vais regarder un porteur de projet qui vient avec cette vision, je sens en fait en lui une personne qui va associer sa vie en fait à ce projet-là. Ça rassure. Ça rassure, c'est très important. Donc, il y a déjà là, en fait, la dimension de la vision stratégique. La seconde dimension qu'on va regarder, c'est forcément l'équipe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas investir dans un projet, mais on va investir dans une équipe. Donc, on va regarder l'équipe pour voir est-ce que les compétences sont complémentaires. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout seul, pour la boîte, par exemple, donc si vous tombez malade, on ne le souhaite pas, tout s'arrête. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il faut partir des entreprises en fait, qui ont la capacité de transcender nos personnes. Cela aussi va impliquer de mettre en place des procédures management. Et tout ceci, sur l'angle de la valorisation, ça va peser. Donc, si vous mettez en place une entreprise avec plusieurs procédures de gestion qui vont venir se renforcer année après année, c'est très bien. Voilà. Et à terme, pour moi, le succès entrepreneurial, c'est se dire, tiens, est-ce que ma boîte est capable de vivre sans moi? Donc, cette grosse question-là, en fait, implique franchement de bosser sur l'angle de la structuration. Donc, c'est la deuxième chose qu'on va regarder.
Puis la troisième chose, ce sera le modèle économique. Alors le modèle, en fait, il est très lié, en fait, il sera tributaire du marché. Pourquoi? Parce que le marché, en fait, il est évolutif. Donc, mais le modèle économique, il faut bien le penser, il faut bien le structurer parce que la valeur ajoutée en fait, que vous apportez doit être hyper compétitive par rapport justement à ce qu'offre la concurrence. Et ce sont les éléments qu'on va regarder. Donc, en grosso modo, c'est trois choses qu'on va regarder. Une fois que c'est fait, en fait, il y a toute l'étape opérationnelle qui va se mettre en place, en tout cas au niveau de la banque d'affaires que je dirige. On a un processus de diligence stratégique opérationnelle qu'on va mettre en place. Donc, on va regarder en fait tout ça. Donc, c'est une équipe qui est constituée de financiers, d'avocats, de praticiens, de personnes qui ont une expérience métier dans votre secteur d'activité, qui ont une capacité, une crédibilité pour regarder exactement ce que vous faites. Voilà. Et quand c'est fait ainsi, vous-même, ça vous challenge, ça donne un aperçu. On voit exactement là où ça ne va pas bien. On peut travailler sur ça, c'est la première étape. La seconde étape, on va rentrer dans une phase de modélisation. Donc, on a exactement un marché primaire, donc une plateforme. C'est là, en fait, que je pense que la Web3, la DeFi, ça devient très intéressant. Parce que pour moi, le plus important dans la DeFi, c'est est-ce qu'on est capable de penser des projets, certainement blockchain, crypto, Web3, mais est-ce que ces projets-là vont avoir un impact véritable sur l'économie? Parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment ça qui compte. Est-ce que je suis vendable? Est-ce que je vends? Est-ce que je suis bankable? Donc, ces genres de questions, en fait, c'est vrai, de ce qu'on a pu observer, beaucoup de porteurs de projets sont dans la vision, la passion du projet, mais l'investisseur, lui, en fait, il va risquer, donc il sera plutôt dans une dimension très pragmatique, en fait, parce que le projet, il est concret. Donc, ça, c'est un élément à prendre en considération. Et pour revenir justement sur le processus, donc après les étapes de la diligence stratégique et opérationnelle, il va y avoir par la suite la modélisation. C'est là, en fait, qu'on va tokeniser. Donc, on va digitaliser carrément l'actionnariat de la boîte, entièrement sur la blockchain. Une fois qu'on le fait, ça ouvre un champ de possibilités incroyables. Ça permet justement à la boîte d'imaginer en fait toutes les opérations de haut comme de bas de bilan. Voilà. Et ça donne la dimension d'une clarté de l'actionnariat. Donc, on sait exactement qui sont ceux qui sont à l'intérieur. Et du fait que les tokens sont émis et que les tokens sont donc connectés en fait à la DeFi, ça vous permet justement d'entrevoir énormément de mécanismes sur lesquels je pourrais revenir dans un second temps de parole. Donc, du coup, c'est la seconde étape. Donc, c'est la modélisation de l'actionnariat. La troisième, et ça, en fait, c'est le constat qu'on a tous fait. Pour moi, une entreprise a besoin de deux types de financement. Il y a le financement qui va financer, en fait, le working capital, donc tout ce qui va être exploitation. Et puis ensuite, il y a le financement qui va financer, en guillemets, de gros investissements, donc tout ce qui rentre en CAPEX. Deux choses l'une. Si vous me dites, tiens, moi je vais lever 10 millions d'euros, par exemple, tout de suite dans ma tête, moi je vais regarder d'abord dans les états financiers quel est votre résultat d'exploitation. Parce qu'il y a plusieurs résultats déjà. Donc si votre résultat d'exploitation, par exemple, ne correspond pas à un dixième la valeur de la somme que vous levez, il peut y avoir un problème après de remboursement. Donc, il faut faire très attention justement lorsqu'on veut aller sur des levées capitalistiques. Moi, je suis plutôt partisan d'une levée de fonds qui, en fait, qui rentre simplement dans l'activité, dans l'exploitation. Donc, il faut arriver à un moment donné à maîtriser, en fait, cette dimension opérationnelle-là. Et puis, progressivement, on peut s'étendre. Donc, il faut aller tout doucement. Voilà, donc, on va regarder ça. Et sur ce troisième dispositif, on va vous mettre en place justement, voilà, on va dire une plateforme, voilà, qui vous permet de faire toutes ces opérations et on va vous valoriser par la suite. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée une entreprise, il faut en prévoir déjà la croissance. Est-ce que je la crée pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans? Comment je me projette et tout ça, voilà. Et quelle est la valeur? Et quelle est la valeur? Si moi je me valorise moi-même, oui, je peux parce que je suis le porteur du projet. Mais si je me valorise avec l'aide d'experts, sont honnêtement meilleurs. Donc, si je vous dis ma boîte vaut 10 millions d'euros, ce n'est pas moi qui le dis, que ce sont les experts qui le certifient. En regardant quoi? En regardant mon cash flow, en regardant mon système management, en regardant ma base clientèle, en regardant la valeur de ma boîte sur le marché, c'est encore beaucoup plus intéressant. Donc en gros, voici un peu les éléments en fait, qu'on va regarder sur l'angle du financement. Mais encore une fois de plus, il faut être assez prudent dans le financement. Une dette, ça va vous engager, donc il faut aller tout doucement. Il faut bâtir cette chaîne de confiance-là au fur et à mesure. Donc pour conclure en fait, sur ça, en fait, sur l'angle du financier,
Il y a qu'en fait, pour moi, il faut réellement penser sa stratégie financière. Et si vous souhaitez faire un mix d'émissions, d'instruments classiques ou même passer par une ICO, comme c'était rappelé par Marion, voilà. Ce sont des dispositifs qu'il faut bien regarder. Une fois qu'on est OK avec ça, je pense qu'on peut faire le move. Juste si je peux me permettre. Effectivement, on parlait de la SEO et du financement. Et tu parlais de dette, mais le financement, on n'a pas forcément que du financement par la dette. Justement, on a tout un panel. Bien sûr. La SEO en lui-même, justement, n'est pas tout, on n'est pas vraiment sur de la dette. Et on peut avoir effectivement du dilutif comme du non dilutif. Mais je pense on en reparlera pendant la table ronde. Mais voilà, on n'a pas que de la dette sur le financement. Oui, bien sûr. Martin, en tant que représentant de BPI France, est-ce que tu souscris un petit peu aux éléments mis en exergue par Achille? Est-ce que vous avez une autre approche effectivement pour sélectionner ces projets Web3? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, totalement. Alors, je valide 100%. J'ai entendu quelques mots-clés. L'anticipation, stratégie financière, ça c'est hyper important. Alors, je reviendrai sur la partie financière après. Aujourd'hui, nous, un projet, effectivement, c'est une approche totalement globale. C'est-à-dire qu'on va partir de quelle est la proposition de valeur, quel est l'intérêt du projet, à qui vous adressez, l'équipe qui porte le projet, l'équipe dirigeante, est-ce qu'elle maîtrise la techno. Aujourd'hui, il y a des porteurs de projets qui sont brillants et pour autant, ils sont des spécialistes techno et ce ne sont pas des bons gestionnaires, ils n'ont pas l'approche juridique, ils n'ont pas l'approche réglementaire ou commerciale. Voilà, c'est vraiment une approche globale. Donc l'équipe dirigeante, l'actionnariat éventuellement, souvent au monde de la start-up, ça s'y rapproche fortement avec l'équipe dirigeante. Quel est le marché que vous adressez? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est saturé? Est-ce qu'il est totalement nouveau? Bon, il y a parfois ces sujets-là dans l'univers Web3. La concurrence également, c'est-à-dire quels sont les projets. Est-ce que vous avez identifié des concurrents? Alors s'il y a des concurrents, c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a un marché. Et s'il y a des concurrents, comment vous différenciez de cela? Ça, c'est important chez nous. La partie techno, c'est un peu les objectifs et livrables à court, moyen, long terme. Comment vous vous projetez en termes de produits, technologiquement parlant, mais est-ce que derrière c'est corrélé à une stratégie financière, une stratégie commerciale et autres? Donc c'est vraiment une approche 100% globale. Et sur la partie financière, ce qu'on cherche à voir, c'est l'histoire qui est racontée en fait dans vos projections, parce que parfois on intervient souvent en création. Déjà, c'est l'histoire que vous racontez. Moi, ça me dérange pas de voir des BP avec 1 million de CA dans les 6 prochains mois, alors que pour l'instant j'ai 0 et mon pipe il est à peu près au point mort. Si l'histoire qui est racontée entre deux est cohérente, c'est-à-dire si j'ai su expliquer, voilà les leviers que j'ai actionnés pour arriver jusque-là. Et ensuite, une fois que tout ça est exposé, quand c'est exposé clairement, on le voit, c'est-à-dire qu'on le sent, on sent un projet construit, quelqu'un qui nous pitch son projet de cette manière-là, c'est déjà rassurant. Et également, alors BPI France, banque publique d'investissement, donc nous on est là pour soutenir les projets avec des aides, des prêts, j'y reviendrai peut-être un petit peu après, mais on a toujours cette logique de partage du risque avec le porteur. Si le porteur n'est pas capable financièrement d'injecter, comme beaucoup, il y a un écosystème tellement riche, et éventuellement par la case levée de fonds, dont on vient d'en parler. Et on a toujours cette logique de 1 pour 1, c'est-à-dire on veut à minima qu'il y ait 1 euro d'apport en fonds propres, quasi fonds propres, pour venir partager le risque avec le porteur. C'est un peu là le rôle de BPI France. Quand on a dit tout ça, est-ce que Benjamin, tu peux nous donner un peu la vision, ta casquette d'entrepreneur, un petit peu vie ma vie, Oui. voilà, avec Davency, tu es en train effectivement de lever des fonds. Voilà, concrètement, toi, dans ton quotidien, voilà, qu'est-ce qui nécessite pas mal d'investissement? Est-ce que c'est le réglementaire? Est-ce que c'est la tech? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? C'est exactement là où je voulais Voilà. en venir. En fait, Ouais. quand je regarde le titre, c'est comment se financer dans le Web3, c'est plutôt aussi pourquoi se financer dans le Web3, pour pouvoir répondre à la question comment. Aujourd'hui, quels sont les besoins d'une entreprise, notamment dans le secteur du Web3 de la blockchain? Je pense qu'il y a 3 principales motivations. Première motivation, ça reste l'équipe. Effectivement, on en a parlé. Une équipe solide qui puisse répondre aussi aux besoins des investisseurs en termes de compétences techniques, que ce soit sur la partie technologique, la partie réglementaire, juridique, etc. C'est effectivement la technologie. Je crois que ça reste quand même plus d'un tiers de l'investissement, des gros investissements sur de la recherche en développement. Et puis, c'est aussi la capacité aussi pour l'entrepreneur et pour le projet de pouvoir s'exporter, pourquoi pas à l'étranger.
il y a un vrai sujet, d'ailleurs c'est suivi par la BPI, c'est toutes les problématiques d'aide qui sont mises à disposition avant même de passer par le VC, parce que forcément aujourd'hui, lorsque vous montez un projet, vous n'avez pas forcément un accès direct en premier lieu avec les VC, donc vous contactez tout l'écosystème en fait derrière. Donc ça peut être la French Tech, ça peut être la BPI, qui sont ancrés dans le domaine de tes compétences, puis qui ont aujourd'hui des mécanismes de financement qui permettent vraiment d'aider les entreprises, notamment pour parler des prêts amorçage, des aides à l'innovation. On a également des mécanismes fiscaux et juridiques qui permettent aussi de pallier à certaines carences au départ de la durée de vie d'une entreprise, comme par exemple les crédits d'impôt recherche, crédit d'impôt à l'innovation, le JUI, le genre d'entreprise qui permet aussi par exemple d'être exonéré d'imposition la première année de bénéficiaire de votre exercice. Et puis la seconde année avec 50% de réduction, et idem pour les charges sociales. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il est important de comprendre lorsque vous lancez un projet, c'est dès le départ pouvoir au moins survivre pendant un an et demi, en ayant quand même assez de trésorerie pour ensuite aller chercher des fonds auprès des VC. Et puis il y a un gros élément, et là je pense qu'aucun avocat pourra me contredire aujourd'hui, c'est qu'on est dans un environnement qui est réglementaire et donc qui nécessite l'autorisation d'une autorité, et en France c'est l'autorité des marchés financiers. Et globalement, si vous allez chercher par exemple l'enregistrement PSAN ou l'agrément PSAN, aujourd'hui il n'y en a pas, mais si on cherche l'enregistrement PSAN, on est sur une procédure qui dure entre, on va dire, 12 à 18 mois. Et donc, ce qui veut dire que potentiellement, si pendant 12 à 18 mois, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir opérer sur le marché français, bah, vous devez avoir assez de trésorerie pour pouvoir survivre le temps de la procédure. Et forcément, lorsque vous n'avez pas une équipe qui est expert sur les questions réglementaires dans le domaine des actifs numériques, bah, vous passez par des avocats, et qui dit avocat dit honoraire. Et ces honoraires-là, pour l'avoir vécu, on est dans des ordres d'idées, on est sur du 50 000 – 60 000 euros avant de compléter votre dossier auprès de l'AMF, de suivre le dossier avec votre conseil. Et donc, forcément, si vous n'avez pas assez de cash pour pouvoir survivre et pour pouvoir suivre en fait, le dossier d'un point de vue totalement juridique, et ben, il est très difficile après derrière de pouvoir de survivre dans un environnement startup. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, si on veut vraiment reprendre les chiffres, c'est vrai que 2021-2022 ont été des très bonnes années. Je crois qu'on est à plus de 30 milliards d'investissements dans le domaine Web3. Là, les projections premier trimestre ne sont pas extrêmement bonnes. Je crois qu'on va diviser par 3 ou par 4 les investissements. Mais j'en parlais d'ailleurs avec Arnaud qui est dans la salle. C'est pas forcément lié aussi à l'écosystème blockchain, c'est lié aussi à l'écosystème financier actuel où aujourd'hui les VC notamment et ceux qui ont investi dans les projets souhaitent quand même garantir et maximiser l'investissement et de protéger les investissements qui ont été faits dans le domaine du Web3. Effectivement, les projets, les collapses comme FTX n'ont pas arrangé les choses. Les investisseurs sont quand même plus réticents à l'idée d'investir dans des projets sur actifs numériques. Mais on constate malgré tout quand même une bonne dynamique là, ces derniers mois, avec de très bons projets, notamment en France, qui sont portés par des systèmes, des investisseurs français qui peuvent à terme pouvoir, on va dire, attirer les investisseurs français ou étrangers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir la BPI qui nous aide énormément sur l'investissement lorsqu'on n'avait pas la possibilité, dans un premier temps, d'avoir accès à l'investisseur étranger ou privé. Merci Benjamin. C'est une excellente transition. Et ma prochaine question est pour Acharaf. C'est vrai que on voit, donc on a un écosystème assez pertinent en France, BPI France, on a des cabinets d'avocats, on a des VC, on a la French Tech. Paradoxalement, alors c'est vrai que l'écosystème Web3 c'est un petit peu construit contre la banque, mais en fait la banque reste un acteur essentiel en fait sur ces sujets-là. Toi qui es dans la relation justement banque-fintech, pourquoi cette méfiance? Alors déjà, de façon générale, il y avait un peu une méfiance des banques vis-à-vis des startups, vis-à-vis des premières fintech. Aujourd'hui, on est dans un mode de collaboration, on parle de compétition, on parle de plein de choses, effectivement, pour montrer que les choses ont évolué. Mais vis-à-vis des acteurs du Web3, en fait, il y a un peu une forme de schizophrénie, parce qu'il y a des projets de tokenisation portés par BNP, Forge, etc. Et tout. Mais en tant qu'entrepreneur, déjà ouvrir un compte sur un projet Web3, c'est compliqué. Et puis on a l'impression que les banques, en tout cas en France, alors, il y a quelques-unes comme de l'UBAC qui sont présentes et tout, mais sont assez frileuses. Et en plus, on a le contexte SVB, on a eu la faillite de Signature Bank, etc. Et tout. Enfin, quelle est un peu l'origine, l'atavisme un peu de ce sentiment de défiance et comment tu vois un peu les choses, Achraf? En fait, et c'est pour ça que je me retrouve un peu au milieu des deux, de ces demandes, c'est qu'ils ne parlent pas du tout le même langage. D'abord, le monde du Web3, il est très typé technologie. On a des gens brillantissimes d'un point de vue technologique.
qui ont un peu moins de connaissances sur comment fonctionne une vraie banque. Et on a des banquiers de l'autre côté, des banquiers de carrière qui ont le pouvoir de décision, qui, eux, connaissent très très peu de choses sur la technologie. Et pour pouvoir expliquer qu'il y a des paradigmes nouveaux, il y a des ruptures qui arrivent et qu'il y a un monde financier qui est en train de naître et qui est certes concurrent à la banque dans le futur, mais que la banque ne peut pas ignorer, c'est difficile à expliquer en langage toujours très très simple. Et les gens sont passionnés par ce qu'ils font, ils ne savent pas expliquer ce qu'ils font. Alors, il faut comprendre un peu les banquiers. Je vais défendre un peu les banquiers. Je me retrouve dans cette salle, je suis le seul à avoir une cravate. C'est peut-être pour ça que je me retrouve dans cette situation un peu difficile. Mais les banquiers, il faut les comprendre. Je mets BPI à part, parce que BPI a une raison d'être qui est différente, je dirais plus ou moins différente, des autres banques commerciales dont on parle généralement. Le banquier, il pèse sur ses épaules d'abord les obligations réglementaires. L'activité de banque est une activité réglementée, est une activité où on a des autorités de tutelle extrêmement sourcilleuses, notamment sur des problématiques liées à tout ce qui est lutte anti-blanchiment, sur tout ce qui est KYC, Know Your Customer, ou le dossier réglementaire client, c'est-à-dire la correspondance entre les documents qu'on présente pour ouvrir un compte et pour gérer la relation et ce qu'il y a dans le système d'information de la banque. Donc d'abord, le banquier, il est handicapé fortement par le poids de la réglementation, il ne peut pas s'y soustraire, d'accord? Et il prend des risques considérables à le faire. Ça, c'est un. Secondo, la volatilité, la question de la volatilité, parce qu'on est dans le monde du Web3, avec la tokenisation, avec les crypto-monnaies, avec les crypto-actifs en général. En fait, on est dans un monde extrêmement volatile. Vous voyez bien le yo-yo qu'a fait le Bitcoin, vous voyez bien aussi le yo-yo qu'a fait l'ensemble du marché des crypto-monnaies avec les affaires SVB, signature, etc. Le gouverneur de la Banque de France, l'année dernière, disait « Ne me parlez pas de crypto-monnaie. Pour moi, ce terme-là n'existe pas. » Il le dit publiquement, très clairement. Il dit « Ok, vous pouvez me parler de crypto-actifs, mais de crypto-monnaie, non. » On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est la question de la volatilité. Après, il y a la question aussi de l'expertise. Alors aujourd'hui, vous arrivez avec une plateforme technologique extrêmement pointue, d'avenir, vous êtes en rupture, etc. Et vous avez un bon samaritain en face, un banquier, bon samaritain, c'est un peu paradoxal, qui veut bien signer avec vous un contrat à plusieurs millions et de vous intégrer dans ses équipes. Alors dans ces équipes, alors que vous êtes une petite structure de 10 personnes, de 15 personnes, de 20 personnes, allez, je suis large, lui, de l'autre côté système d'information de la banque, il n'a pas les ressources, il n'a pas les compétences, il n'a pas le savoir-faire pour vous intégrer dans ces équipes. Ça, c'est un. Et avant même d'arriver à cette étape-là, parce qu'une banque ne se gère pas par les profits générés par le produit net bancaire, elle se gère par l'évaluation des risques. Le banquier, il n'évalue pas lorsque vous apportez son projet combien vous allez lui rapporter d'argent. Que nenni. Il évalue combien de risques représente le projet pour lui. Et là aussi, la notion de risque, elle est à la fois multidimensionnelle. Le risque d'un point de vue liquidité, le risque d'un point de vue solvabilité de la contrepartie que vous représentez ou de la contrepartie que vous apportez en termes de token, et puis le risque de réputation. C'est pour ça que même s'ils font toutes les banques font des expérimentations de tokenisation, etc., elles ne communiquent pas énormément dessus. Pourquoi? Et certaines, on ne va pas les citer, s'il te plaît, Cyril, ne coupe pas la branche sur laquelle je suis assis. En fait, elles ont créé des entités spécifiques pour faire ces choses-là. Pourquoi? Au cas où ça ne marcherait pas bien, on coupe la branche sur laquelle ils sont assis, eux, mais pas la banque. Et donc, le risque multidimensionnel que gère le banquier aussi fait que, malheureusement, ça ne prend pas encore. Mais je pense qu'avec du temps et beaucoup de pédagogie, ça finit par arriver. J'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit parce que j'ai vécu cette difficulté-là aussi d'ouverture de compte bancaire. Il faut quand même toutefois nuancer ce propos. Il y a énormément d'hypocrisie aussi dans le secteur bancaire qui fait que il y a 2-3 ans, certaines banques qui aujourd'hui se positionnent dans le domaine Web3 et blockchain critiquaient, voire cracher sur le secteur de la crypto et de la blockchain. Je reprends encore une fois la déclaration du président de la Crédit Mutuel. Il disait si vous aimez le blanchiment, la criminalité et l'anonymat, vous allez adorer les crypto-monnaies. C'est vrai que la banque n'a jamais connu de fraude.
C'est vrai que la banque n'a jamais été en difficulté sur des problématiques KYC, KYT, etc. Bon, ça, c'est l'hypocrisie que l'on peut avoir sur le secteur bancaire qui existe depuis un certain nombre d'années. Heureusement qu'en France, on a connu la Banque de Lubac, qui a été la première à accepter des clients qui se lançaient dans des projets Web3, notamment des projets crypto, et qui les a accompagnés d'ailleurs, qui a obtenu son PSAN il y a 1 an et demi, ou il y a 1 an et demi ou 2 ans, qui a été précurseur malgré tout. Et je sais que beaucoup d'acteurs crypto et blockchain qui avaient besoin en fait, d'ouverture de compte bancaire, soit se sont fait virer par leur banque actuelle, soit ont contacté directement la banque de l'UPAC qui, eux, ont eu cette intelligence de leur ouvrir leur compte. Donc effectivement, il y a un sujet par rapport à la banque qu'il faut traiter, et je pense qu'aujourd'hui les autorités mûrissent en fait cette idée de vouloir ouvrir des comptes bancaires à des acteurs crypto. Ça a pris énormément de temps, il y a énormément de lobbying qui est fait aussi par les acteurs crypto, que ce soit à travers d'associations professionnelles comme l'ADAN, la Fédération française professionnelle de la blockchain, qui milite, France FinTech également, qui milite pour justement faire coopérer en fait les acteurs du monde de la finance traditionnelle et le monde de la blockchain. Mais ça a été un travail qui a été laborieux, et on espère dans les prochaines années que les banques soient beaucoup plus à même de pouvoir financer des projets Web3. Et si je peux rebondir effectivement sur ce qui a été dit, tu parlais de risques aussi pour les banques. C'est vrai que au début, les activités crypto étaient absolument pas régulées, donc on avait cette notion, on pouvait avoir cette notion de risque. Là, on tend quand même de plus en plus sur une régulation assez importante du système, de tout l'écosystème. Et donc nous, on le voit, même avec les autorités, que ce soit sur les enregistrements PSAN ou même là, les agréments maintenant, parce qu'on a un nouveau, on a deux niveaux de on va dire de régulation. Et donc le plus important, c'est l'agrément qui est optionnel. C'est pour ça que personne n'est agréé pour l'instant. Mais on a l'entrée en vigueur d'un règlement européen qui va justement un peu aligner toutes les obligations avec l'agrément, le procédure d'agrément française. Bref, tout ça pour dire que justement dans ces procédures d'agrément qui vont donc rentrer en vigueur aussi avec le règlement MiCA, on a des notions de gestion de risque qui sont très importantes. On a des procédures à mettre en place qui sont extrêmement importantes, notamment avec on a des ratios aussi en termes de fonds propres à avoir pour les acteurs crypto. Ce qui peut justement rappeler aux banques, par exemple, leur ratio de Bâle. Ça peut leur faire un petit rappel. Et donc, on a vraiment une gestion des risques là en ce moment qui est, de par notamment la réglementation, plus vraiment l'effort de pédagogie qui est fait par les acteurs crypto, une notion de gestion de risque qui quand même tend à être de plus en plus atténuée. Excuse-moi. Je vais me permettre de te contredire. Parce qu'il y a oui, sur le discours et les intentions et les bonnes intentions, ça c'est le discours qui est tenu par les banquiers. D'accord ? Moi, je connais les banques de l'intérieur, je connais les services conformité, je connais les services de sécurité financière, je travaille avec eux, j'étais même premier responsable de la sécurité financière d'une banque en tant que président de comité d'audit d'une banque pendant 6 ans. Donc, je peux te dire que les procédures en termes de contrôle interne et de conformité ne sont pas encore, et aussi de gestion des risques, ne sont pas encore alignées avec le discours que tu viens de citer, qui est le discours officiel des banquiers, j'en conviens. Mais moi, connaissant un peu ce monde-là de l'intérieur, les procédures et les process ne sont pas alignés. Et en effet, l'hypocrisie continue parce que moi, j'ai vu des acteurs qui se présentent à une agence, demandent l'ouverture de compte, ils prennent le dossier, le banquier, il prend le dossier. Et pour que le banquier évite de se faire retoquer par une entreprise ou une ouverture de compte qui n'aboutit pas et que les gens aillent demander le droit au compte, vous savez ce que font les banquiers ? Ils ne répondent pas. Ils ne donnent pas officiellement la réponse négative à l'ouverture de compte. Et donc, du coup, vous, en tant que demandeur, vous vous retrouvez dans un vide. Et ils ne sont pas matures en interne. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. La législation aussi, elle n'est pas prête. Le fait qu'on ait un agrément PSAN n'oblige le banquier en rien. C'est une sécurité pour lui, parce qu'il agit avec, soi-disant, un acteur
qui est soi-disant couvert par les autorités de tutelle. Mais lui, en tant que banquier, il est obligé de le surveiller ou de lui infliger une surveillance supplémentaire au titre du risque perçu supplémentaire qu'il porte. Et donc, c'est un fardeau que la plupart des banquiers ne veulent pas supporter. Les banquiers ne gèrent pas les profits, ils gèrent les risques. Et les banquiers sont des salariés, ils gèrent leur carrière. Donc, ils ne prennent pas de risques pour leur carrière. Achille, tu voulais dire quelques mots? Oui, très rapidement, en fait, c'est un complément. Bon, je pense qu'au niveau du secteur bancaire, il y a plutôt une migration du secteur bancaire vers la DeFi. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps le CEO de BlackRock, là, Larry Fink, qui disait justement, en fait, qui a mis en exergue le potentiel des cryptoactifs maintenant voilà, dans les classes d'actifs traditionnelles qu'on connaît tous déjà. Donc, il y a déjà un premier point qui a été fait. Et au plan européen, il y a eu tout récemment le règlement, enfin, on l'appelle le régime pilote des DLT. Donc, c'est un régime pilote assez important en fait qui engage justement les banques et les fonds d'investissement dans les protocoles de la DeFi. Donc, utilisation des plateformes de marché traditionnelles qui vont maintenant migrer sur l'infrastructure DLT. Donc, tout ce qui sera émission d'instruments, d'actions et tout ça, voilà. Et ça vient d'être voté, je crois qu'il y a moins de 2 semaines, là. C'est vraiment assez récent. Et c'est un champ d'expérimentation qui va courir en fait sur 6 ans. Donc, toutes les banques voilà, vont s'engager. Donc, après 6 ans, je pense qu'un règlement devrait sortir, en fait. Voilà. Et moi, je pense personnellement que ça va être, en fait, la croisée des chemins entre, d'un côté, le monde de la DeFi et puis de l'autre côté, le monde de la finance traditionnelle, franchement, qui s'imbriquent les uns les autres. Voilà. C'est vrai que Amica qui sort, voilà, qui définit plus l'activité des plateformes d'échange cryptoactifs, des instruments, voilà, des cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers au sens classique du terme. Et voilà, mais avec le régime pilote DLT, je pense que ça permettra finalement de se prononcer en fait, voilà, sur l'avenir de la banque, du secteur traditionnel, comment est-ce que la migration va s'opérer directement sur la DeFi. Mais personnellement, je pense que c'est un processus qui est inéluctable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est, on jette un regard prospectif sur ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, en fait, c'était au départ, non, on n'en veut pas de cette technologie-là. Les acteurs ont poussé, donc, et ensuite, ça commence à intéresser, on regarde. Donc, je pense que quand on regarde, en fait, ça va arriver d'un moment à l'autre. Voilà. Donc, c'est une question de temps. Merci à tous. On a bien compris qu'on était dans un process en cours, effectivement, et cette transition entre la TradFi et les nouveaux comportements issus du Web3, de la DeFi, fait qu'on est dans une période d'ajustement. Mais voilà, il est intéressant de comprendre un petit peu les signaux faibles et puis ce qui se passe réellement, en fait. Et merci à vous pour cette transparence des choses. Je voulais revenir un petit peu sur tout ce qui était stratégie d'investissement en equity, en token. Je sais que Martin, côté BPI France, vous êtes en train de réfléchir, de travailler sur un projet de fonds d'investissement en token. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que tu as quelques détails, quelques enjeux justement sur ce projet qui est en cours? Oui, c'est au stade de projet, Ouais. comme tu l'as bien dit. Non, Mais non, ça non, marque mais une par contre, tendance. par contre, je rebondis sur ce qui a été dit. Vas-y. En réalité, nous, on essaie le but, c'est les pays France, c'est tester, comprendre, acculturer les métiers. Enfin, voilà, on est vraiment là pour défraîchir un peu ce qui se passe, faire face à la réglementation, comprendre l'environnement juridique. Voilà. Et donc, effectivement, a été pensé il y a quelques temps de lancer un fonds en cryptoactifs. Donc, création d'une structure externe dans laquelle il y a eu des jetons qui ont été achetés. Aujourd'hui, on est en stade de projet, on s'est confronté aux réglementations BAL 3, en disant OK, quels sont les enjeux. Voilà. Pour l'instant, c'est aux phases de réflexion. Un jour, probablement, ça sortira. Voilà. Le chemin est, je pense, encore un petit peu. Il y a encore un petit bout de chemin à faire, mais on y vient. Aujourd'hui, BPI France intervient en fonds propres, notamment en fonds de fonds. Aujourd'hui, c'est soit du fonds de fonds, donc on investit dans des fonds crypto qui eux-mêmes investissent dans des startups, ou alors en direct. Par contre, aujourd'hui, quand c'est en direct, on ne sommes pas sur des fonds spécifiques crypto Web3.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investissements qui ont été faits, alors je pense à Ledger en partie, c'est via des fonds Digital Venture, Industrie créative et culturelle, Large Venture. Voilà, c'est des fonds thématiques digitales, par exemple, ou industrie créative, en direct. En tout cas, ça se cantonne à ça aujourd'hui. Le gros du gros de ce qu'on investit aujourd'hui, je crois qu'il y a une poche qui a été ouverte de 150 millions quand même, c'est pas anodin. Pour rappel, BPI France aujourd'hui c'est 3500 salariés. Enfin, je veux dire, quand on compare à un BNP ou un Société Générale, on est tout petit. Mais c'est plutôt la démarche qui est entreprise qui est intéressante. Et peut-être que d'autres acteurs nous suivront derrière, même si on n'a pas les mêmes enjeux et voilà, pas le même rôle. Voilà. Donc aujourd'hui c'est plutôt en fonds de fonds. Il y en a quelques-uns, des Français dans l'idéal, pour les faire émerger, les faire se structurer. Il y a aussi quelques fonds. L'objectif, c'est quand même, in fine, que des startups et des entreprises françaises soient financées. Donc, c'est également des fonds étrangers qui investissent en France. Voilà. Grosso modo, BPI France, quand on intervient en fonds de fonds, c'est à peu près 10% de la volumétrie du fonds. Voilà, donc, de manière raisonnable, mais quand même significative. On est quand même, je crois, 150 millions sur quelques années. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 80 millions investis, dont à peu près la moitié en fonds de fonds, si je ne dis pas de bêtises. Le reste un peu sur de l'aide et du prêt. Et quelques sujets en equity pur. Je crois qu'on est à 10 millions en equity pur. Merci à toi. En tout cas, effectivement, ce fonds est en réflexion, mais quelque part aussi, ça marque un peu les tendances qui existent dans le secteur. On a vu qu'en 2022, on avait des banques comme BlackRock et Goldman qui ont mis des prêts justement adossés au Bitcoin. Aujourd'hui, Achille, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui peut justement se présenter en France au regard du contexte réglementaire? Est-ce qu'on rêve ou quel est aussi ton point de vue sur cette stratégie d'investissement? Est-ce que tu privilégies l'equity, le token? Comment tu vois les choses? Alors, je vais peut-être te répondre par un cas concret. Parce qu'après, tout va dépendre justement de la stratégie en fait, de la boîte. Voilà, je vais vous expliquer un peu en fait, ce que nous on a fait de façon hyper pratique. Alors, donc de base, on est une organisation qui a pied sur rue sur 50 pays. Et le métier, c'était justement un métier d'inclusion, d'éducation, mais aussi d'investissement. Donc, on a donc un groupe d'investisseurs dans lesquels on a énormément investi en fait en fonds propres. Je pense qu'on est autour de 13 millions d'euros d'investissement dans pas mal de projets. Et puis ensuite, on se dit, tiens, il y a la blockchain qui arrive, il y a tout ce concept qui se met en place. Comment est-ce qu'on se réinvente, nous, dans le nouveau monde? Donc, du coup, on a fait évoluer notre plateforme en fait sur une infrastructure blockchain entre 2017 et maintenant. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? On va émettre ensuite un token DAO. On en parlait tout à l'heure. Donc, on a lancé le token. Voilà. De base, donc, c'était un token utilitaire qui avait justement des cas d'usage hyper pratiques pour les acteurs. Ça leur permet en fait de régler le membership, d'accéder aux services des plateformes, de payer la formation, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est vraiment un token utilitaire. Voilà. Après, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire en fait pour faire en sorte que ce token, puisque de base, on n'en avait pas si besoin que ça en termes de levée de fonds, tu vois. Mais en termes de cas d'usage, c'était hyper pratique. Du coup, on s'est dit, tiens, on va mettre en place un dispositif pour valoriser le token en supprimant par le mécanisme justement du burning, donc un système déflationniste mais valorisant. On va en fait retirer 90% du stock du token, valoriser bien sûr, et en fait, on supprime le token, mais en fait, ça transite en fait dans une structure, tu vois. Et du coup, en fait, on permet in fine aux personnes, donc après d'avoir détruit le token, ils ont un droit d'actionnariat dans les filiales que nous sommes en train de mettre en place, tu vois. Et ça, c'est un dispositif hyper intéressant parce que voilà, on crée une économie locale, on crée une économie qui est dématérialisée. Et voilà, du coup, on se donne finalement peut-être 2 ans pour mettre en place ces genres de structures, sachant que déjà de base, on a pour le soin de mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place du point de vue sécurité, techno, développement, infrastructure, parce que tu ne fais pas ça si tu n'as pas une bactérie en fait, d'acteurs avec qui en fait, tu peux t'engager dans des problématiques de cybersécurité. Donc ça, c'est un aspect. De ce point de vue, moi, je pense qu'il ne faut pas se fermer les portes. En fait, voilà. Il faut voir dans le modèle économique existant comment j'intègre la dimension blockchain, cryptoactive dans mon dispositif. Maintenant, sur la question de l'investissement lui-même, moi, je pense qu'il faut être assez prudent. D'abord, comme c'était rappelé par Marion, il faut peut-être envisager en fait une ICO,
Donc, techniquement, l'ICO, c'est la vente future d'un produit ou d'un service. Donc, si vous décidez d'émettre un jeton, un ICO, voilà, ça vous permet de lever le fonds, mais en fait, vous vendez en fait des services futurs. Aussi simple que ça. C'est une première approche. Une seconde approche, ce serait peut-être de se dire, tiens, je ne vais pas me diluer tout de suite, je veux quand même lever le fonds, donc je vais en fait entrer dans un dispositif où je partage mon revenu. Donc moi, j'investis 10 000 euros dans votre boîte, mais en vrai, vous me remboursez en fait l'argent récapitalisé, donc c'est le dispositif RBF qui me permet justement en fait, moi investisseur, d'avoir mon revenu qui est payé régulièrement. L'entreprise elle élève et tout le monde est tranquille, personne ne perd et voilà, c'est hyper transparent, c'est sur la blockchain. On voit tous comment ça se passe, donc c'est un second dispositif. Puis le troisième, après, on peut envisager des opérations super capitalistiques, tout simplement. Là, franchement, il faut le faire en toute conscience. Voilà, je joue mon capital, j'y vais. Voilà, donc ça, c'est hyper concret. Donc moi, je pense que cela donne aux entrepreneurs d'avoir une palette d'instruments, donc quitte à eux de s'asseoir, de réfléchir, de construire leur stratégie financière avec la même énergie, la même passion qu'ils construiraient leur stratégie commerciale. C'est vraiment en fait dans cet état d'esprit qu'il faut y être. Et une fois qu'on le met en place, voilà, c'est une stratégie, on y va tout doucement. Voilà un peu ce que je pense sur le melting pot, Merci. token et instruments classiques. Merci Achille. Marion, donne-nous la martingale aujourd'hui pour convaincre les investisseurs, si j'ai un projet Web3, pour qu'ils puissent être embarqués dans cette ambition. Comment on fait? Waouh. Ouais. Ok. En fait, clairement, ce qu'on disait tout à l'heure, l'élément principal, ça va être la valorisation de la société. Donc, quand on parle de valorisation, en fait, qu'on soit une boîte crypto ou pas, quand on parle de valorisation, quand on veut valoriser sa société, c'est parce qu'on cherche du financement. Donc, on cherche à se financer. C'est vraiment la valorisation, c'est l'élément capital. Malheureusement, là, nous, ce qu'on voit, c'est que certains financeurs traditionnels, on va dire, donc qui ne sont pas vraiment crypto-natifs, vont prendre des métriques qui sont parfois, même souvent, décorrélées de l'activité crypto et donc du business vraiment de l'entrepreneur qui cherche à se financer. Alors, je mets une petite nuance. Là, je parle vraiment de certains financeurs traditionnels entre guillemets. On a vraiment des fonds qui sont crypto-natifs, qui sont structurés comme des fonds classiques, des fonds ou des financeurs classiques, et qui eux vraiment ont une approche purement crypto, qui connaissent les protocoles, qui connaissent la technique, qui eux vont avoir une stratégie d'investissement un petit peu plus technique crypto, et donc différente. Mais pour en revenir à la valorisation en elle-même, les éléments de valorisation et comment est-ce qu'on valorise une société. Ensuite, c'est assez classique, mais une société qui est en early stage, ce qu'on va valoriser, les éléments qu'il va falloir qu'elle mette en avant pour se valoriser, on va valoriser ses projections futures. Donc l'activité que potentiellement elle va pouvoir réaliser, alors qu'une société qui est plus mature et qui a déjà une activité, et là on va valoriser ce qu'elle a fait, ou alors ce qu'elle est en train de faire, l'activité qu'elle est en train de réaliser. Maintenant, d'un point de vue pratique, nous en pratique, on a vraiment, on conseille, il y a 2 éléments qu'il faut mettre en exergue pour nous. Le premier, c'est l'élément réglementaire. Si vous voulez intéresser, si vous voulez rassurer des investisseurs, surtout dans le domaine crypto, on en a parlé là, voilà, un domaine qui commence à se réglementer. On sait. C'était la grande expression à un moment, on parlait du Far West en parlant de la crypto, ça faisait un petit peu peur à tout le monde, ça en excitait certains aussi qui se disaient du coup si c'est le Far West j'y vais, j'investis. Voilà, là on est
on est déjà. Alors, je fais peut-être un petit aparté. On est justement maintenant dans un contexte plus vraiment de Far West, mais surtout de bear market. Et donc, ce qu'on voit aussi dans ce contexte-là, c'est que les acteurs crypto en eux-mêmes, au-delà même, ensuite je reviendrai sur la réglementation, mais les acteurs crypto en eux-mêmes ont commencé en fait à faire un pivot et à revoir leur activité, revoir leur stratégie pour se mettre un petit peu plus sur des systèmes, bien qu'en étant dans le Web 3, mais sur des systèmes un petit peu plus SaaS, un petit peu plus Web 2, pour pouvoir justement permettre d'aller intéresser un panel de financeurs un petit peu plus conséquent. Donc on parlait tout à l'heure du RBF. Typiquement, le RBF, c'est un modèle qui marche assez bien sur des structures un peu plus SaaS. Et voilà, donc les acteurs crypto déjà ont réussi à faire ce premier pivot-là. Qui est un élément assez important. Maintenant, pour en revenir donc au premier élément aussi que je verrais à mettre en exergue, donc l'élément réglementaire. On a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure sur le fait justement lorsqu'on cherche du financement, notre but, au-delà d'être financé, c'est de rassurer son financeur. Le contexte réglementaire, l'élément réglementaire permet déjà de rassurer le financeur. Pourquoi ? Parce qu'on va être dans un contexte qui est défini, qui est cadré et surtout qui va apporter une certaine stabilité pour justement faire le parallèle avec tout à l'heure le Far West, l'ancien Far West. Mais cet élément réglementaire va apporter une stabilité qui va permettre de rassurer l'investisseur. Ensuite, l'élément réglementaire, il est également évidemment intrinsèquement lié au marché et au territoire que vous visez. Donc, vous allez devoir anticiper cet élément-là en fonction du marché que vous visez. Quand je parle également de l'élément réglementaire, c'est pas forcément que du PSAN et du crypto, puisque nous, on le voit vraiment en pratique, les modèles d'activité et les business models de nos clients Web3 implique forcément un élément réglementaire crypto, PSAN en général, et très souvent des éléments bancaires, des éléments financiers. Voilà. Typiquement, je peux vous donner un exemple. Vous êtes un acteur Web3, vous voulez faire un service d'achat de fiat to crypto, crypto to fiat. Donc c'est un service qui nécessite aujourd'hui à minima un enregistrement PSAN pour pouvoir être exercé en France sur le marché français. Mais à côté, vous avez d'un côté des flux crypto, vous avez d'un autre côté des flux fiat. Et donc ces flux fiat-là, dans 98% du temps, vont rentrer sous le coup de la réglementation bancaire et notamment de la réglementation des prestations de services de paiement. Donc vous allez devoir normalement vous enregistrer, être agréé auprès de l'ACPR, donc là c'est une autre autorité, en tant que prestataire de services de paiement. Ou agent, voilà. Ça fait partie. Exactement sur ce sujet-là en ce moment. On pourra en reparler tout à l'heure. Ça fait partie aussi de la stratégie d'investissement et de savoir, en fait, vraiment, quand vous voulez chercher à vous financer, que vous prenez en compte le domaine réglementaire et l'élément réglementaire, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. C'est un élément à prendre en compte. Savoir, quelle est la réglementation applicable, combien ça va coûter pour être compliant avec cette réglementation-là. Et surtout, pour vraiment avoir une stratégie de financement qui soit efficace et bien délimiter son besoin de financement, c'est de savoir surtout si cet élément-là de compliance réglementaire, est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens qui sont, plus rapides, moins coûteux, pour pouvoir directement lancer son activité et tester son marché. Typiquement, là, l'agent, c'est un moyen, c'est une alternative à l'agrément PSP qui permet de commencer beaucoup plus tôt son activité, elle est moins coûteuse et donc ça peut totalement rentrer, et ça rentre totalement en jeu dans les stratégies d'investissement. Peut-être Benjamin pour je vais conclure, illustrer parce qu'on a un timing, chers amis. 2 minutes. Voilà. C'est exactement ce point-là que je voulais traiter. L'aspect réglementaire est aussi un aspect qui favorise l'investissement en France. Et j'aimerais vraiment revenir sur le côté Cocorico, France. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, la France, c'est sur ces top 10 mondial en termes d'investissement dans les startups, c'est top 5 européens.
Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a mis en place quand même malgré tout des systèmes de financement, que ce soit par la BPI, la French Tech et d'autres aides incitatives qui permettent aussi à des projets Web3 et des startups de pouvoir survivre dans cet environnement Web3. Et je pense qu'il est important aussi de le rappeler, c'est que la France aujourd'hui, de par son cadre réglementaire, permet vraiment de rassurer les investisseurs parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en place un dispositif, que ce soit par des instructions de l'AMF ou par la loi Pacte, etc., généralement, on ne revient pas dessus. Donc, on a quand même un environnement réglementaire qui est assez stable et qui, pour le coup, ne bougera pas, contrairement à d'autres pays européens où beaucoup d'acteurs, au départ, avant qu'on ait cette réglementation-là, étaient tentés d'aller à l'étranger, notamment dans certains pays européens où il y avait très peu de réglementation, et se sont vite fait rattraper par la patrouille. Et demain, avec le règlement MiCA, en parlait, le fait d'avoir un passeport européen qui permettra, dans le cadre d'un seul dossier en fait, de règlement, de pouvoir opérer dans tous les pays européens one shot, ça permettra aussi pour certains acteurs français et notamment européens de pouvoir opérer très rapidement, et c'est un avantage compétitif que d'autres acteurs internationaux n'auront pas, notamment pour les États-Unis où il est très compliqué d'être régulé, et certains d'ailleurs acteurs qui souhaitent être régulés aux États-Unis font machine arrière parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on régule que par la sanction aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, se faire taper sur les doigts par le régulateur américain avec derrière des sanctions pénales qui sont extrêmement importantes ne nous donne pas envie. Et donc certains reviennent en Europe, et notamment en France, parce qu'il y a derrière tout cet écosystème d'aide financière qui permettent de survivre dans cet écosystème. Exactement. Alors, juste si je peux finir sur la fameuse martingale. Et tu vas conclure je du coup. très vite. Le deuxième élément, au-delà de l'élément réglementaire, promis, je fais très rapidement, c'est si vous voulez vraiment rassurer vos investisseurs, c'est surtout sur également un élément que vous devez mettre en exergue, c'est le côté technique. Une transparence technique la plus totale, on va dire, sur vraiment vos schémas de flux. Comment est-ce qu'est structurée votre activité? Concrètement, comment est-ce que le schéma de flux va se présenter? Pourquoi? Parce que là, on rebondit justement sur FTX, tous ces éléments-là qui ont quand même mis un petit coup dans la confiance au marché, donc confiance des investisseurs. Plus vous êtes transparent, plus vous allez rassurer vos investisseurs et donc permettre de vous financer plus concrètement. Je sais pas si on a... Merci, je pense qu'on va conclure. C'est vrai que c'est un sujet qui mérite une conférence sur toute une journée. Mais voilà, je vous propose de continuer les échanges à l'extérieur et de laisser la place à la prochaine table ronde. On a quelques minutes de retard. Tout à fait, sur la réglementation, absolument. Sujet, c'est une parfaite transition. Merci à vous.